Bonjour à tous, je m'appelle Alexandrine Nibose et je suis chercheuse postdoctorante au Centre de recherche pour le diabète de l'Université libre de Bruxelles, sous la direction du professeur Myriam Knopp. Et notre laboratoire s'est spécialisé dans l'étude des différents diabètes qui existent à partir du modèle de cellules souches. Donc pour commencer cette présentation, qu'est-ce qu'une cellule souche et comment est-ce qu'on peut obtenir des cellules souches ? Donc d'abord, il faut savoir qu'il existe ce qu'on pourrait appeler une hiérarchie entre les différents types de cellules souches. Au sommet de cette hiérarchie, vous allez avoir les cellules totipotentes. Une cellule totipotente va être capable de redonner un embryon entier, ainsi que tous les tissus extra-embryonnaires qui y sont associés. Juste après la cellule totipotente, vous trouvez ce qu'on appelle les cellules pluripotentes. Une cellule pluripotente est capable de se différencier, c'est-à-dire de se spécialiser en n'importe quel type de cellule de l'organisme. Et toutes les cellules de notre organisme, au moment du développement embryonnaire, sont divisées en trois grandes catégories qu'on va appeler les trois feuillets embryonnaires, qui sont l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Et une cellule pluripotente a la capacité de choisir, de se différencier dans n'importe lequel de ces feuillets. Après la cellule pluripotente, plus spécialisée, on va avoir une cellule multipotente. Une cellule multipotente est déjà plus spécialisée car, comme vous le voyez ici, elle est déjà engagée dans la différenciation d'un des feuillets. Et enfin, après la cellule multipotente, on va trouver les cellules unipotentes, qui sont des cellules spécialisées, et une cellule unipotente ne va pouvoir donner qu'une cellule du même type. Donc si on prend une vue d'ensemble, les cellules issues de l'ectoderme vont donner la peau, les nerfs ou les cellules qui constituent le cerveau. Les cellules issues du mésoderme sont à l'origine des muscles, des vaisseaux ou des os. Et enfin, les cellules de l'endoderme, qui nous intéressent plus particulièrement ici, vont être à l'origine des poumons, du foie ou encore du pancréas. Et en recherche clinique, on va différencier ce qu'on appelle des cellules souches embryonnaires, qui sont des cellules pluripotentes originelles, et on va les différencier de ce qu'on appelle des cellules souches pluripotentes induites, qui sont à la base des cellules multipotentes qu'on a été capable de rembobiner, c'est-à-dire de ramener à un état souche précédent pour les ramener à l'état de pluripotence. Maintenant, comment est-ce qu'on peut obtenir des cellules souches embryonnaires ? Donc, en recherche, ce qu'on peut faire, c'est obtenir des lignées de cellules souches déjà existantes. On peut les acheter dans le commerce, elles sont commercialisées, ou bien on peut procéder à des échanges entre différents laboratoires universitaires. C'est quelque chose de très courant. Alternativement, on peut également générer une nouvelle lignée de cellules souches. Et maintenant, cela se fait principalement à partir d'embryons de réserve issus de traitements de fertilité. Donc, comme vous en doutez, c'est un procédé qui est très réglementé. D'une part, il faut avoir accès aux ressources. Il faut également maîtriser les techniques d'isolation qui nous permettent d'obtenir ces cellules souches. Et il faut avoir un suivi très strict des directives pour la génération et l'établissement d'une nouvelle lignée de cellules souches. Dans les deux cas, il y a bien sûr toujours des débats éthiques et une réglementation très stricte quant à l'obtention de ces cellules, mais aussi leur utilisation dans le cadre de la recherche. Pour ce qui est des cellules souches pluripotentes induites, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de partir d'une cellule qui est déjà différenciée et de la rembobiner pour la ramener à l'état de cellules souches. Donc comment on procède ? En général, on commence par un prélèvement chez un individu. Donc par exemple, vous voyez à gauche, soit une prise de sang pour obtenir des cellules sanguines unicellulaires, soit une autre possibilité, par exemple, c'est de réaliser une biopsie de peau. Et les cellules qu'on va obtenir à partir de ces prélèvements, on va les mettre en culture pour obtenir une culture cellulaire primaire. C'est-à-dire qu'on va isoler ces cellules et on va les mettre dans un environnement parfaitement contrôlé, que nous, on va contrôler. Et on va ensuite passer à l'étape dite de reprogrammation. C'est la fameuse étape de rembobinage. Donc généralement, cette étape est faite de façon virale. On va procéder à une reprogrammation virale. Et pour cela, on va utiliser la capacité qu'ont les virus à infecter nos cellules, c'est-à-dire à se fixer à une cellule et y introduire leur matériel génétique pour qu'il soit exprimé par la cellule infectée. Et ici, bien sûr, on va utiliser des virus modifiés dans le cadre de la recherche. On va se servir de ces virus comme de petites navettes qui vont nous permettre d'introduire dans les cellules, dans ces cultures primaires, dans les cellules déjà différenciées, 4 facteurs qu'on appelle communément les facteurs de Yamanaka, donc SOX2, KLF4, OCT4 et CMYC. Et ces facteurs, lorsqu'ils sont introduits dans une cellule qui est déjà spécialisée et qu'ils sont exprimés par cette cellule, eh bien, ils vont permettre de la ramener à l'état de cellule souche.
Donc cette découverte a valu au professeur Yamanaka l'obtention du prix Nobel de physiologie ou médecine en 2012. Et vous voyez que ici, ces travaux datent de 2012 et pourtant, on a déjà des applications cliniques avec ces cellules souches pluripotentes induites. Alternativement, on peut aussi procéder à une reprogrammation dite chimique de nos cultures cellulaires primaires. Et cette fois-ci, on va utiliser différents composés chimiques qui vont en fait mimer les effets des facteurs de Yamanaka pour ramener les cellules différenciées à un état de cellules souches. Donc maintenant, cellules souches embryonnaires, cellules souches pluripotentes induites, comme vous en doutez, il y a quelques différences. Ici, ce serait un peu comme comparer Godzilla et Kong. Vous voyez qu'on ne part pas de la même chose et on ne va pas arriver à la même chose non plus. Pourquoi ? Eh bien, pour commencer, vous voyez que ce n'est pas la même difficulté d'obtention et ce n'est pas la même origine. De la même façon que ce soit des cellules souches embryonnaires ou pluripotentes induites, on va observer des différences, comme par exemple ce qu'on appelle la mémoire génétique. Ces cellules également ne vont pas avoir la même capacité à se différencier, c'est-à-dire que nous, lorsqu'on va prendre une cellule souche et on va vouloir la différencier, par exemple, en une cellule bêta productrice d'insuline, on n'aura pas la même facilité selon si l'on part d'une cellule embryonnaire ou pluripotente induite. Et enfin, ces deux types de cellules souches n'ont pas le même potentiel pour la médecine personnalisée. Et par médecine personnalisée, j'entends ici prendre les cellules d'un patient, les traiter et les adapter directement au traitement du patient. Donc, on a vu ce qu'étaient des cellules souches. Maintenant, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est comment passer de cellules souches à des cellules bêta. Et surtout, comment on va valider leur identité et leur fonction. Comment être sûr que ce qu'on a dans nos boîtes, à la fin, ce sont des cellules bêta et qu'elles sont fonctionnelles. Donc, comment partir de cellules souches pour obtenir des cellules bêta ? Ici, je vous ai mis ce qu'on appelle un protocole de différenciation, donc celui qui est par exemple ici utilisé dans mon laboratoire. Et vous pouvez voir que ce sont des protocoles où on part ici à gauche de cellules souches et on va forcer la différenciation, forcer la spécialisation avec différentes étapes. Vous voyez qu'ici on a 7 stades, on a différents supports pour les cellules, ça peut être des cultures sur monocouche ou dans ce qu'on appelle des micropuits, et puis après on passe en suspension. Et l'idée va être de partir de notre page blanche, qui est la cellule souche, et avec ces différents stades, de la guider et de la forcer à se différencier en cellules endocrines, et plus particulièrement ici, en cellules endocrines productrices d'insuline. Donc, la théorie, ça va être de suivre la feuille de route du développement embryonnaire, puisqu'on sait comment, au moment du développement embryonnaire, se forment les cellules bêta. La pratique, ça va être beaucoup plus compliqué, parce qu'il va falloir avoir un contrôle extrêmement rigoureux et au jour le jour de l'environnement des cellules qu'on est en train de différencier. Et pour cela, on va effectuer régulièrement des contrôles qualité, d'abord pour vérifier l'identité à ces différents stades des cellules qu'on a dans notre boîte de culture. Donc l'objectif va être d'abord de vérifier que toutes les cellules souches que l'on a dans notre boîte sont engagées dans le processus de spécialisation qui va les amener à devenir une cellule bêta. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, on va les caractériser à des étapes clés et on va regarder leur morphologie ou par exemple les gènes et les protéines qu'elles expriment. Quels sont les résultats attendus ? Eh bien, si on voit que les cellules sont engagées de façon homogène dans la différenciation, on va poursuivre le protocole de différenciation et on va avancer dans les étapes. Si on constate que les cellules ne sont pas engagées de façon homogène dans la différenciation et que moins que de 90% des cellules en sont exactement au même stade de leur différenciation, eh bien, on va arrêter le protocole de différenciation et on va repartir de zéro. Pourquoi ? Eh bien, parce que d'abord, il y a un risque de persistance de cellules souches à la fin du protocole de différenciation, c'est-à-dire des cellules qui n'ont pas réussi à évoluer et à se spécialiser en cellules bêta. Et il y a également un risque de perte d'efficacité de nos cellules. Si on part dans l'objectif, à partir de ce protocole de différenciation, d'aboutir à une greffe, et qu'on constate soit que les cellules ne sont pas homogènes dans leur spécialisation, eh bien, au lieu d'avoir un greffon fonctionnel capable de sécréter de l'insuline, on va juste avoir un greffon totalement non fonctionnel et sans intérêt. Un autre risque est, si on a une persistance de cellules souches et que l'on greffe des cellules souches au sein du greffon, on peut observer la formation de tumeurs non cancéreuses qu'on appelle des tératomes, qui sont en fait des tumeurs de cellules souches. Et comme je vous l'ai dit, une cellule souche ayant la capacité de se différencier en n'importe quelle cellule de l'organisme, vous voyez que ce sont des tumeurs qui sont franchement très glamour. Vous voyez que dedans, vous avez des cheveux, des dents, un peu de muqueuse, un peu de tout.
Maintenant qu'on s'est assuré de l'identité de nos cellules, on va aussi vouloir valider leur fonction. Parce que l'idée, c'est quand même, à la fin du protocole de différenciation, d'avoir une sécrétion d'insuline en réponse au glucose. Et donc, on va tester la capacité de nos cellules, en fait, à sécréter de l'insuline en réponse au glucose in vitro, c'est-à-dire dans notre boîte de pétri. Et pour cela, on va mimer une situation que l'on rencontre in vivo. Donc, comment on va faire? On va prendre nos petites cellules endocrines, nos îlots dérivés de cellules souches, et on va les exposer à différentes concentrations de glucose. D'abord, à gauche, une faible concentration de glucose, puis une forte concentration de glucose. Et à chaque fois, on va prélever un petit peu du milieu dans lequel nagent nos cellules, et on va mesurer l'insuline qui a été sécrétée en réponse à ces différentes concentrations de glucose. Et voici le genre de graphique qu'on obtient. Donc, vous voyez qu'on a sur la gauche la quantité d'insuline produite en fonction du temps. Et donc, si vous regardez le premier rectangle à gauche, en condition bas glucose, vous voyez que la sécrétion d'insuline est faible, ce qui est normal. Et lorsque l'on passe en condition haut glucose, vous pouvez voir, si l'on regarde les îlots humains en rouge, qu'on a une augmentation importante de la production d'insuline, ce qui est attendu. En réponse à du glucose, on sécrète de l'insuline. Si vous regardez ce qui se passe avec des îlots dérivés de cellules souches, en bleu, la ligne du dessous, vous voyez que c'est beaucoup moins efficace. Puis, lorsque l'on passe à nouveau en condition bas glucose, pour évaluer la capacité de ces cellules à arrêter de sécréter de l'insuline, eh bien, on voit que dans les deux cas, ça redescend. Mais ce qui va particulièrement nous intéresser ici, c'est ce qu'on appelle l'index de stimulation, c'est-à-dire le rapport de la sécrétion d'insuline en haut glucose, dans l'encart du milieu, par rapport à la sécrétion d'insuline en condition bas glucose à droite. Et on veut que ce rapport soit supérieur à 1 et idéalement très supérieur à 1. Ce qui veut dire qu'en réponse à une augmentation du glucose, on est capable d'augmenter fortement notre sécrétion d'insuline. Quels sont les résultats attendus ici? Eh bien, si les cellules sécrètent peu d'insuline en l'absence de glucose et beaucoup d'insuline en présence de fortes concentrations de glucose, là, on est dans une situation idéale. C'est vraiment ce qu'on attend quand on est in vivo, c'est-à-dire chez un individu. Et donc, on considère que ce greffon est fonctionnel. Maintenant, si les cellules sécrètent peu d'insuline en l'absence et en présence de glucose, ce n'est pas une configuration idéale, mais on sait qu'il existe ce qu'on appelle une maturation progressive qui est possible in vivo. C'est-à-dire que lorsque ce greffon, qui n'est pas très fonctionnel in vitro, on le transplante chez un individu, que ce soit une souris ou une personne, il y a une possibilité que ce greffon s'améliore au contact de l'organisme entier. Enfin, si on constate que les cellules sécrètent de l'insuline indépendamment de la présence de glucose, là c'est un échec. Pourquoi? Si en présence de faibles concentrations de glucose, le greffon sécrète déjà beaucoup d'insuline, eh bien, évidemment, vous avez des risques d'hypoglycémie. Et au contraire, si le greffon ne sécrète pas d'insuline, que ce soit en bas ou en haut glucose, eh bien là, vous avez un greffon totalement inefficace. Donc, on a vu comment on passe d'une cellule souche à une cellule bêta. Et maintenant, je vais vous montrer quelques exemples qui montrent qu'aujourd'hui, il est possible de passer du labo à l'essai clinique avec quelques essais cliniques. D'abord, les essais Vertex, qui utilisent des cellules souches embryonnaires, et ensuite un essai chinois qui a récemment été publié, donc qui s'appelle le TJFCH, et qui utilise ici des cellules pluripotentes induites. Dans le cadre des essais Vertex, on va parler de greffe allogénique. Comme ça vous a été présenté précédemment, il y a l'idée du soi et du non-soi. Un greffon allogénique signifie que ce greffon provient d'un organisme génétiquement différent de l'organisme receveur. C'est comme faire une transplantation d'organes d'un individu A à un individu B. Et donc cela va nécessiter l'utilisation d'immunosuppresseurs pour éviter que le système immunitaire du receveur rejette ce greffon. Donc en ce moment, Vertex a 3 essais en cours à partir de cellules souches. Le VX880 qui a débuté en janvier 2021. Et là, il s'agit de cellules endocrines productrices d'insuline dérivées de cellules embryonnaires dans un dispositif non encapsulé, c'est-à-dire que les cellules vont être injectées au niveau du foie et associées à des immunosuppresseurs. Un autre essai, le VX264, qui a débuté fin 2022, on part des mêmes cellules endocrines dérivées de cellules souches embryonnaires, mais cette fois-ci dans un dispositif encapsulé. Et donc ici, on va implanter cette capsule qui contient nos cellules et on va essayer de se passer d'immunosuppression en comptant sur l'efficacité du bouclier physique que constitue la capsule.
Et enfin, le dernier essai qui a débuté en février 2022, ici c'est un petit peu différent. Il s'agit de cellules endocrines productrices d'insuline, toujours dérivées de cellules souches embryonnaires, mais ces cellules ont été modifiées génétiquement pour augmenter leur résistance à l'attaque immune et donc augmenter leur survie une fois qu'elles sont transplantées chez un patient. Ici, pareil, il n'y a pas de protocole d'encapsulation, donc on va transplanter au niveau du foie et on va voir si on peut se passer de traitements immunosuppresseurs en comptant sur la capacité des cellules à échapper au système immunitaire de par leur modification génétique. Mais on a eu récemment les premiers résultats pour le VX880. Donc, c'est un essai clinique qui a été conduit sur 12 patients diabétiques de type 1 avec des épisodes récurrents d'hypoglycémie sévère, un peptide C indétectable et une moyenne de 39,3 unités d'insuline par jour. Le protocole, eh bien, ça a été une infusion unique de VX880 dans la veine porte, c'est-à-dire au niveau du foie, associée à un traitement immunosuppresseur. Quels sont les résultats après un an? Eh bien, on observe une hémoglobine glyquée inférieure à 7%, et une augmentation du temps dans la cible supérieure à 70%, et plus précisément, on est passé pour ces 12 patients d'une moyenne de 50% à plus de 95% un an après la transplantation. Pas d'épisode d'hypoglycémie sévère pour tous ces patients, et surtout une réduction des doses d'insuline exogène pour 11 des 12 patients transplantés, dont 9 patients totalement indépendants d'apport en insuline exogène après un an. Donc, en conclusion pour ce premier essai, on voit que pour le premier objectif, qui était l'élimination des épisodes d'hypoglycémie sévère avec une hémoglobine glyquée inférieure à 7%, a été atteint pour les 3 patients qui ont déjà plus d'1 an de suivi. Le deuxième objectif, qui était l'indépendance à l'insuline exogène, a également été atteint pour les 3 patients avec plus d'1 an de suivi. Et donc, les développements positifs de cet essai clinique ont permis l'enrôlement de 39 nouveaux patients qui ont été transplantés et qui sont actuellement suivis. En ce qui concerne l'autre essai clinique, l'essai chinois TJF-CH, ici, il va s'agir d'une autogreffe des cellules souches pluripotentes induites. Donc, pour commencer, on va revenir rapidement sur le protocole. Il s'agit d'une étude menée sur une seule patiente âgée de 25 ans. Et vous pouvez voir à gauche que c'est une patiente qui a été diagnostiquée pour un diabète de type 1 avec un peptide C indétectable à l'âge de 14 ans, que cette patiente, et c'est très important de le souligner, a déjà subi plusieurs transplantations d'organes, 2 transplantations de foie et une transplantation de pancréas entier entre 2014 et 2018. Et donc cette patiente, depuis 2014, est sous traitement immunosuppresseur pour ses greffes. Et ensuite, comment ont procédé les équipes de recherche? En 2020, la patiente a été admise dans le protocole et ils ont commencé par réaliser un prélèvement de cellules graisseuses chez cette patiente. Donc, ils ont fait une petite biopsie et à partir de ces cellules graisseuses, ils ont procédé à une reprogrammation chimique. Ils ont donc transformé ces cellules graisseuses qui étaient déjà différenciées et les ont ramenées à l'état de cellules souches avec différents composés chimiques. Ils ont ensuite utilisé des protocoles de différenciation pour, à partir de ces cellules souches, obtenir des cellules bêta. Et ici, il est important que je le souligne, comme vous le voyez, ils ont cryopréservé les cellules qu'ils ont différenciées. Pourquoi est-ce qu'ils ont procédé à une cryopréservation et pas directement à une transplantation? Eh bien, pour transplanter la patiente, il a fallu plus de 1 500 000 équivalents îlots, donc îlots, c'est-à-dire environ 20 000 îlots par kilo. Quand on fait une transplantation d'îlots humains, on est plutôt autour de 10 000 îlots par kilo. Donc vous voyez qu'on a déjà besoin de 2 fois plus de matériel à la base. Cette patiente a été greffée au niveau de la paroi abdominale, au niveau des abdominaux en fait, ce qui a permis un accès et un suivi du greffon facilité pour les équipes de recherche. Et ici, je le souligne, entre le prélèvement de cellules graisseuses chez la patiente en 2020 et sa transplantation, il s'est écoulé 3 ans. 3 ans pour générer le greffon. Quels sont les résultats maintenant avec cette autogreffe de cellules souches pluripotentes induites? Eh bien, après 1 an, on voit une évolution très positive de son temps dans la cible qui passe de 43% avant la greffe à plus de 98%, et ce, dès 5 mois après la transplantation. Et ceci n'est pas associé à des épisodes d'hypoglycémie sévère. On observe également que son hémoglobine glyquée se maintient en dessous de 5%, et ce, dès 6 mois après la transplantation. Ce sont donc des résultats extrêmement positifs. Comme je vous en parlais plus tôt, ici, ce qu'on va observer, c'est un phénomène de maturation in vivo du greffon. Pourquoi? Eh bien, quand les chercheurs ont mené l'expérience dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le test de sécrétion d'insuline en réponse au glucose in vitro, ils ont observé un index de stimulation de 1,3.
C'est-à-dire que les cellules n'étaient pas capables vraiment d'augmenter leur sécrétion d'insuline lorsqu'elles étaient exposées à des fortes concentrations de glucose. Et pourtant, après la transplantation, chez cette patiente, on observe une excellente sécrétion d'insuline avec un index de stimulation qui est passé à 5. Et si vous regardez plus précisément, à droite, vous voyez que la courbe grise, c'était avant la transplantation, et vous voyez que graduellement, avec la courbe bleue, puis orange foncé, on a une augmentation progressive de la sécrétion d'insuline en réponse à une augmentation de la concentration de glucose, ici lors d'un test oral de tolérance au glucose. Donc en conclusion, pour cet essai clinique, on observe une production et une différenciation de cellules souches pluripotentes induites en greffant de cellules productrices d'insuline fonctionnelles, ce qui constitue donc une autogreffe réussie, avec une normalisation de la glycémie et du temps dans la cible, et associée à une maturation du greffon in vivo et une sécrétion d'insuline appropriée au statut glycémique de la patiente. Il y a quand même plusieurs limitations à cette étude. D'abord, comme c'est élégamment dit dans l'étude, la taille modeste de la cohorte, puisque la cohorte, c'est une seule patiente. Mais néanmoins, avec le développement positif de cette étude, il y a 2 nouveaux patients qui ont été enrôlés pour eux aussi subir une autogreffe, c'est-à-dire on va prendre leurs propres cellules, on va générer des cellules souches et on va les différencier en greffons producteurs d'insuline. Et pour l'instant, on est toujours à l'attente des résultats à 1 an pour ces nouveaux patients. Également, et comme je l'ai précisé ici, il est important de souligner l'utilisation d'immunosuppresseurs. Et donc ici, l'impact du système immunitaire de la patiente sur l'autogreffe n'a pas pu être évalué. Et enfin, comme pour Vertex, les résultats ici sont obtenus après 1 an seulement de suivi. Et donc, pourquoi est-ce que j'insiste sur ces chiffres? Parce qu'il est important de savoir combien et à quel coût on peut produire un greffon de cellules souches différenciées en cellules productrices d'insuline et surtout pendant combien de temps ce greffon va être fonctionnel. Donc si je me base sur l'étude chinoise, où la patiente a été transplantée avec 1 500 000 équivalents îlots, soit 20 000 îlots par kilo, et que je me base sur les coûts qui sont en vigueur, on va dire, dans mon laboratoire de recherche. Si je m'intéresse uniquement au prix des consommables et que je regarde étape, par quantité et en fonction du temps, ce que cela va me coûter. Vous voyez que l'étape de reprogrammation et de contrôle qualité, c'est-à-dire l'étape où on part d'une cellule déjà différenciée et on la ramène à l'état de cellule souche. Bien évidemment, il va falloir vérifier que ce qu'on a, c'est bien une cellule souche à la base. Eh bien, pour générer 15 clones, un clone signifie une cellule souche. Pour générer donc 15 cellules souches, on va dire, cela coûte 4 700 €, juste en matériel. Et le contrôle qualité pour un seul clone, c'est 531 €. Et cela nous prend plus ou moins 2 mois. Pour ce qui est de la différenciation, c'est-à-dire orienter cette cellule souche et la pousser à se spécialiser en cellules bêta productrices d'insuline. Si on s'intéresse à un seul clone, donc une seule lignée, et pour produire 28 000 équivalents îlots, de quoi couvrir les besoins à peu près pour 1 kg. On est à 1 200 € et cela nous prend 2 mois. Quant à maintenir les cellules souches à l'état de cellules souches, parce qu'il faut répéter ces protocoles de différenciation, partir d'une cellule souche et la différencier, pour maintenir une cellule souche à l'état de cellule souche, cela nous coûte 63 € par mois. Donc au total, pour un seul clone et produire seulement 28 000 équivalents îlots, on est déjà à 6 500 € de matériel. Tout cela n'inclut pas la main-d'œuvre, on va dire, donc les techniciens, les chercheurs. Cela n'inclut pas les tests de fonction, in vitro. Cela n'inclut pas les contrôles qualité, on va dire, in vivo, c'est-à-dire les étapes de test d'abord chez la souris, puis chez le singe. Et cela n'inclut pas non plus les aménagements de stockage. Comme je vous l'ai dit, avant de produire 1 500 000 îlots, il faut être capable de faire plusieurs différenciations et de stocker progressivement ces cellules différenciées avant d'avoir un greffon suffisamment important pour pouvoir être transplanté. Et donc, pour un individu d'à peu près 75 kg, si on compte 20 000 îlots par kilo, le prix de départ du greffon juste en matériel est déjà supérieur à 350 000 €. Maintenant, pendant combien de temps est-ce qu'on peut utiliser ces greffons? Ce qui est important de savoir, c'est qu'après une transplantation d'îlots humains, on observe que 95% des patients redeviennent dépendants d'apports en insuline exogène après 5 ans seulement. C'est-à-dire qu'après 5 ans, le greffon n'est plus fonctionnel. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il va être détruit, il va devenir dysfonctionnel également à cause de l'immunité, puisqu'il s'agit de greffes allogéniques d'un individu A à un individu B.
Également en cause l'auto-immunité, puisqu'il s'agit de patients diabétiques de type 1, et également, malheureusement, l'usage des immunosuppresseurs, qui eux aussi ont un impact négatif sur la qualité du greffon. Donc que ce soit pour les essais Vertex, qui sont d'origine allogénique associés à des immunosuppresseurs, ou pour l'essai chinois, où il s'agit d'une autogreffe aussi associée à des immunosuppresseurs, eh bien dans les deux cas, on a des cohortes avec peu de patients, et surtout des résultats après 1 an seulement. Et donc on ne sait pas encore combien de temps un greffon va être fonctionnel, est-ce qu'il va y avoir besoin de faire chez ces patients des greffes à répétition, et si oui, tous les combien de temps. Mais dans tous les cas, ces 2 essais cliniques restent extrêmement prometteurs et on observe un développement sans cesse en évolution de nouvelles thérapies cellulaires, plus personnalisées, à plus grande échelle, on peut produire des millions de cellules maintenant, plus efficaces et également plus sûres. Donc, en conclusion, après ces quelques chiffres, tout ce que je peux vous dire, c'est que la recherche continue d'avancer. Actuellement, on fait de notre mieux. Et je voudrais remercier les personnes qui m'ont permis de vous faire cette présentation, donc mon équipe à Bruxelles et également le professeur Bertrand Bonneau et Madame Karine Cholot.